Camarades, bonjour. La dernière fois, on a vu ensemble une petite intro sur le monde mérovingien, afin de dresser le cadre historique, géographique et historiographique du bousin, histoire de bien comprendre où on va mettre les pieds. Aujourd'hui encore, on va dresser quelques bases, histoire de bien saisir ce monde certes fun, riche, mais très complexe d'études. Cette période charnière qu'est la transition entre ce que l'on appelle l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge prend place sur une échelle chronologique assez floue. Sûr ? Quoi sûr ? Sur une échelle, vous avez dit ? Si la plupart d'entre nous considèrent 476 comme date clé de cette période, elle est qualifiée par l'historien italien Arnaldo Momigliano de chute sans bruit de l'Empire. Cette citation a souvent été utilisée, à tort, pour nous illustrer que 476 est une date sans aucune importance. 476 n'a aucun impact ou signification, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, puisque cette date ne marque pas une rupture brute entre le monde antique et médiéval. C'est juste une date où le dernier empereur d'Occident est déposé et où l'Empire de l'Ouest se voit alors morcelé en plusieurs royaumes. Par cette citation, Momigliano cherche donc à nous montrer que non, 476 ne signifie pas rien, mais que la chute de l'Empire de l'Ouest n'est une surprise pour personne, et que d'autres dates des 4e, 5e siècles ont quant à elles eu plus d'impact et marqué beaucoup plus les mentalités de l'époque. Que ce soit par exemple 313 avec l'édit de Milan, qui permet aux chrétiens la liberté de culte, et marque donc d'une certaine manière le déclin du paganisme romain, ou 378, qui correspond à la bataille d'Andrinople, où les armées romaines sont défaites et où l'empereur Valence meurt au combat contre les Goths et les Alains, ou finalement 410 et 455, qui marquent les deux sacs de Rome faits par les Visigoths d'Alaric dans un premier temps, puis les Vandales installés en Afrique, courant 5e siècle. On n'a donc pas de date unique pour symboliser la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. C'est pour ça que les historiens préfèrent alors parler d'une période de transition entre ce qu'on va appeler l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Traditionnellement, on propose 3 périodes. La première, beaucoup trop excessive à mon sens, est pourtant la plus présente dans la plupart des bouquins. Elle commence dans les années 250 après Jésus-Christ avec la période dite des 30 tyrans, en pleine crise du 3e siècle, et va jusqu'à 800 avec le sacre de Charlemagne et donc la restauration de l'Empire d'Occident. La seconde, proposée par Peter Brown, historien irlandais spécialiste de l'Antiquité tardive, couvre une période allant du règne de Marc Aurèle, c'est-à-dire le 2e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Muhammad en 632. Là encore, c'est, et à mon sens, une fourchette beaucoup trop large. Enfin, troisième et dernière proposition, celle que je trouve la plus cohérente, était proposée par l'historien britannique Alan Cameron, et couvre la fin du 3e siècle jusqu'au 5e siècle. Une période couvrant alors l'affaiblissement du pouvoir impérial romain jusqu'à l'établissement du fameux Regnum Francorum. Waouh ! Comment ça pète ça ? Ce 5e siècle voit alors une série d'événements qui accélèrent la lente agonie de l'Empire d'Occident. Les Gaules, comme le reste des provinces de l'Empire d'Occident d'ailleurs, est affaibli au tout début 5e siècle. Courant 406-410, les Visigoths lancent des raids en Italie, et Rome, enfin Ravenne à l'époque, en manque de soldats, rapatrie alors toutes les légions disponibles sous l'égide d'un général barbare, Stylicon. Stylicon, d'origine barbare donc, réussit à épouser la nièce de l'empereur, Théodose. Et de ce fait, il s'autoproclame régent d'Occident lorsque Théodose meurt, et que son fils, Honorius, n'est pas en âge de régner. Vous êtes le frère de sa future femme? Non, je suis le mari de son actuelle demi-sœur. Stylicon rapatrie alors les troupes de Gaule, d'Hispanie et même de Bretagne afin de défendre l'Italie face aux Goths qui progressent depuis les Balkans. Laissant les Gaules sans troupes pour se défendre, lors de l'hiver 406-407, les Vandales, Alains et Suèves entrent alors en Gaule et commencent des pillages qui seront monnaie courante tout au long du 5e siècle. Face à ces inactions du pouvoir central, les troupes romaines rapatriées de Bretagne proclament leur général, Constantin, empereur. Ce genre de proclamation se fait de plus en plus fréquemment au sein de l'armée. Constantin est même le 3e empereur proclamé par les troupes bretonnes entre 406 et 407. Proclamant leurs généraux empereurs lorsqu'ils estiment que ces derniers sont plus à même de défendre leurs terres, ils les assassinent lorsqu'ils échouent. Courant 5e siècle, c'est donc les légions qui font et défont les empereurs. Constantin est donc proclamé Constantin III et fait de Trèves sa capitale. L'Occident a donc 2 empereurs à cette époque, Honorius à Ravenne, représenté par Stylicon, et Constantin III à Trèves. Constantin, comme beaucoup de généraux du 5e siècle, se met alors à rêver. Il souhaite prendre le contrôle de la Gaule du Nord. Ceci dit, pragmatique et manquant de soldats pour la garder, il cherche alors plutôt à conclure des alliances pour contrôler cette région du Rhin. C'est alors avec un peuple originaire de la rive droite du Rhin, et installé depuis peu sur la rive gauche, que Constantin fait une alliance, les Francs. Stylicon, se disant représenter le pouvoir légitime, ne reconnaît alors ni Constantin, ni l'alliance avec les Francs, et il envoie plutôt son armée en Gaule histoire de combattre un peu les séparatistes. Fort de cette alliance protégeant ses arrières, Constantin met également en mouvement ses troupes, et les deux armées se seraient alors rencontrées entre Valence et Vienne. Et aujourd'hui encore, l'issue en est incertaine. Après la bataille, Constantin aurait alors quitté Trèves pour s'installer à Arles et en faire sa nouvelle capitale, tandis que les armées de Stylicon, elles, se seraient retournées en Italie en passant par les Alpes.
Utilisant le flou de cette bataille, Constantin tente alors un coup de poker. Il utilise le retrait des troupes de Stylicon pour s'illustrer en tant que défenseur de la romanité, protecteur des Gaules et comme véritable pouvoir légitime. Entre 408 et 409, Constantin, toujours poursuivant son rêve, tente alors de s'étendre en Aquitaine et en Hispanie. Mais il oublie un détail. Les Vandales, les Alains, les Suèves qui ont commencé leur petit tour des Gaules l'hiver précédent, qui n'ont pas fini leur balade et comptent bien se trouver une place au soleil. De son côté, pour Stylicon et le pouvoir légitime, c'est pas mieux. L'administration romaine de Ravenne forme une coalition contre Stylicon. On lui reproche dans un premier temps ses origines barbares, c'est toujours sympa, puis dans un second temps son enrôlement toujours plus massif de mercenaires barbares dans l'armée et plus de citoyens romains. Stylicon tombe alors en disgrâce, il est jugé incapable de défendre l'Empire face aux barbares, face aux usurpateurs, et on l'accuse également de faire un petit complot contre Honorius pour remplacer l'empereur par son propre fils. La justice romaine s'applique donc, Stylicon est arrêté et exécuté en 408. Cette instabilité militaire accélère alors les raids barbares. Honorius se voit alors contraint de promettre aux Suèves des terres en Hispanie. Cette action entraîne alors le soulèvement de plusieurs généraux et voit plusieurs usurpateurs lever des armées pour marcher sur Rome. Voyant cette faiblesse et étant aux aguets, Constantin III propose alors son aide à Honorius, si ce dernier le reconnaît en tant que co-empereur d'Occident. Honorius, en dèche de troupes, n'a pas vraiment le choix et accepte et le prix de marcher sur l'Italie avec ses armées pour défendre Rome le plus vite possible. Constantin, trop content, s'empresse alors de marcher sur Rome. Il envoie de son fils en avant-garde, Constant. Constant tombe dans un piège d'Honorius, ceci dit. En effet, Honorius l'attendait près d'Arles et les troupes de Constant sont mises en déroute et ce dernier est arrêté, est exécuté. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Constantin III se voit alors contraint de se réfugier à Arles, sa capitale, et demande du secours à ses alliés francs. Secours qui ne viendra pas, puisqu'une autre armée d'Honorius, dirigée par Constance... Ouais, je sais, Constantin, Constant, c'est pas si simple, mais restez bien avec moi, Constance, il est assez important sur ce coup-là. Constance, donc, avait pris les devants sous les ordres de son impérator, et mené une expédition punitive pas piquer des hannetons sur les Francs, histoire de bien leur faire comprendre qui c'est le boss et qui est le pouvoir légitime. Constance rejoint alors le reste de l'armée d'Honorius pour assiéger Arles, et Constantin se voit alors contraint de négocier sa reddition. Il négocie alors la reddition de sa ville et de ses troupes, s'il peut prendre la fuite. Constance, magnanime, accepte. Les portes sont ouvertes, les troupes se rendent et déposent les armes. Constantin, lui, est arrêté, et vous l'aurez deviné, exécuté. Le pouvoir d'Honorius sur l'Empire d'Occident est alors rétabli. Rétabli? Oui. Enfin, en partie, rétabli face aux usurpateurs. Parce que dans le même temps, les troupes d'Honorius elles sont pas infinies. Et les Visigoths qui faisaient leur petite balade en Illyrie et dans les Balkans, ils en profitent pour pénétrer en Italie, assiéger et piller Rome en 410. Ce sac de Rome en 410 marquera tellement les esprits de l'époque qu'on voit ça comme un véritable cataclysme, comme la fin du monde. Ceci dit, pour les Goths, c'est plutôt une bonne nouvelle, et profitant de leurs petites vacances italiennes, ils en profitent également pour piller les campagnes sans défense, et ramènent dans leur bagage plein de souvenirs d'Italie, histoire de partir tranquillement en Aquitaine. Du vin, de la bouffe, des armes... Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Et la demi-sœur de l'empereur, Galla Placidia. Durant leur départ d'Italie pour l'Aquitaine, histoire de voir du pays, le chef des Visigoths, un dénommé Ataulf, décide alors d'épouser la princesse romaine, une première fois en 411, selon les rites païens germains pour faire plaisir à son peuple, puis à Narbonne, suivant les rites romains cette fois en 414, histoire de marquer une alliance entre Rome et son peuple. Ceci dit, ce mariage n'est pas bien vu des élites visigoths. Les élites visigoths sont certes chrétiennes, mais chrétiennes ariennes et pas chrétiennes romaines. Un détail œcuménique certes, mais qui aura sa grande importance, nous le verrons. Et non, je ferai pas de blague sur le fait que Ataulf soit arien. Cette alliance romano-barbare marque alors les esprits de l'époque, et dans le bon sens du terme pour une fois. La plupart des sources nous mentionnent alors cette immense puissance militaire, économique et politique d'une telle alliance. On voit ça alors comme une sorte de renouveau de l'Empire d'Occident, et enfin la possibilité d'émergence de ce dernier. Ceci dit, peut-être parce qu'on lui a pas demandé son avis, Honorius, lui, il voit pas cette alliance d'un bon œil, et il est super vénère contre les Visigoths. Il envoie alors son nouveau copain, le général en chef Constance, à la poursuite des Visigoths. Alors qu'il repart d'Italie, les Goths prennent Narbonne. Alors que Constance arrive à reprendre Narbonne aux Visigoths, ils s'emparent de Bordeaux. Une fois que Constance arrive à Bordeaux, les Goths prennent Toulouse. Une fois que Constance arrive à Toulouse, les Goths partent pour l'Hispanie. Et ce petit jeu du chat et de la souris va continuer des années. Pendant ce temps, la demi-sœur de l'empereur, Galla Placidia, qui doit souffrir d'un syndrome de Stockholm assez sévère, ou plus simplement qui se rend compte qu'avec ses soi-disant barbares, elle a plus de pouvoir qu'au sein du monde civilisé, elle est pas super joyeuse de se faire virer de toutes ces villes de la Méditerranée, et comptait bien y rester un petit peu plus longtemps. Pourtant, en 415, Iupendi se termine pour Ataulf et Galla. Le pauvre Ataulf, il est assassiné, parce qu'il est jugé trop romanisé justement. Ataulf n'était finalement pas un bon arien. Le successeur d'Ataulf cherche alors à montrer qu'il n'est pas à la botte de Rome comme son prédécesseur, et commence par humilier Galla.
Bon, il la vire de Barcelone dans un premier temps, hein, ça Gala elle est accoutumée, les valises sont faites, mais après, voilà, il l'oblige à se déplacer tout le temps à pied, pas parmi sa suite, au sein des esclaves et parmi les captifs, ce que Gala vit très mal. À son tour, l'assassin est assassiné, une dynamique de coups qui n'est pas propre qu'à la Rome du 5e siècle. Les Visigoths tentent alors de rejoindre l'Afrique, puisque toujours poursuivi par Constance, hein, faut pas l'oublier celui-là, et d'ailleurs, faut pas déconner, il arrive enfin à les rattraper. Les Visigoths négocient alors leur survie avec Constance. Ils leur restituent dans un premier temps Gala à l'empereur, Gala qui est la seule héritière de l'empereur puisque ce dernier est encore un enfant, et jure fidélité à Rome en échange de quelques terres. En 418, les Visigoths sont alors les premiers barbares à obtenir le statut de Faedus, c'est-à-dire de fédérés. C'est un statut qui oblige les barbares, et donc dans ce cas les Visigoths, en échange de terres, ici l'Aquitaine seconde, de combattre pour Rome et de faire barrage aux éventuels barbares tentant de rejoindre l'Hispanie. Ici, c'est histoire de mettre les Visigoths en barrage au-dessus des Pyrénées pour que les Alains, les Suèves et les Vandales restent en Gaule, histoire de pouvoir les garder à distance quand on lèvera une armée pour les ratatiner. Pour Gala, l'histoire ne se termine pas ici. Une fois de retour à Ravenne, Honorius, il la marie à Constance, histoire de récompenser le général. Et de cette union naîtra un fils, Valentinien, et une fille, Honoria. Vous verrez, on en reparlera de celle-là. L'extase maritale par contre ne réussit pas à Constance et meurt en 421. Honorius, lui, trop triste de voir son copain mourir, meurt également peu de temps après en 423. Et 2 ans plus tard, en 425, à la suite d'une querelle dynastique due au Sénat, qui ne sert plus qu'à ça d'ailleurs à l'époque, Galla Placidia est alors faite régente de l'Empire d'Occident pour le compte de son fils, Valentinien III. C'est ça, ouais. Et quel âge il a? 11 ans et demi. Alors, vous parlez d'une superpuissance, hein? Ouais, non, mais il est vachement mature pour son âge. Hein. L'Empire d'Occident sous la régence de Galla Placidia est alors en théorie assez solide. Les Visigoths sont des alliés qui apportent un soutien militaire de poids à l'ouest. Les Burgondes... Bourgonde? Non, c'est rien, mangez. Mangez! Oui, mangez. Cuillère! Cuillère, voilà, c'est ça, très bien. dont on n'a pas beaucoup parlé, ont enfin été calmés et font le même rempart mais à l'est, et tout le monde se tient sage. Vous ne croyez pas? Vous avez bien raison, parce que bien qu'alliés, les Visigoths tentent quand même de temps en temps de rogner un peu de terre. Ils aimeraient bien mettre les mains sur Narbonne par exemple. Les Burgondes, eux, se sont calmés, et sont calmés définitivement puisqu'on leur a accordé le statut de Romain. Et forcément, empereur mineur oblige, les usurpateurs reviennent. Cette fois, l'usurpateur principal, il s'appelle Aetius. Et lui, il a quelque chose de nouveau. Il s'allie ouvertement avec des barbares, en fait sa garde personnelle, et c'est pas n'importe lesquels. Ce sont des cavaliers qui sont bien connus de l'Empire d'Orient, mais que l'Occident ne connaît pas encore et qui va le regretter, les Huns. Afin de calmer ses envies de putsch, Aetius est alors nommé préfet du prétoire, c'est-à-dire grosso modo commandant en chef des armées romaines. Il dirige alors le pôle militaire pendant la Régence, pendant que Galla, elle, dirige le pôle politique. Une fois chef des armées, Aetius a une seule obsession, rétablir l'unité de l'Empire d'Occident. Et pour commencer, il attaque par le plus compliqué, les Gaules. Les journées d'Aetius en Gaule se résument alors à parlementer, négocier, taper et renégocier. J'aime me battre. En 425, il calme les Visigoths qui tentent d'attaquer Arles et leur rappelle à coups de spata ce que c'est que d'être fédéré. En 428, c'est au tour des Francs de goûter à la négociation romaine et au plumbata. Il repousse les Francs rhénans de l'autre côté du Rhin et soumet ceux qui restent, les Francs saliens, dirigés par un dénommé Clodion, lui aussi on en reparlera, en leur accordant les terres autour de Tournai en échange de la défense des Flandres contre leurs copains restés de l'autre côté du Rhin. En 430, Aetius estime que ça va pas si mal en Gaule maintenant, et que le plus urgent à régler se trouve en Italie. Car là-bas, un général assez bien vu par la régente Galla Placidia commence à faire parler de lui, à dénommer Boniface. Boniface a eu la bonne idée de former une alliance assez dangereuse avec des barbares, les Vandales, qui se sont installés en Afrique un petit peu plus tôt. Ne voulant pas alors qu'un autre général lui pique la vedette en faisant une alliance copain-copain avec des barbares, Aetius cherche pas et tranche dans le vif. Il tue Boniface. Les troupes fidèles à Boniface ne se rendent ceci dit toujours pas. Aetius fait alors venir son copain, le roi des Huns, Bléda, et son frère, un dénommé Attila. Attila, Bléda et Aetius font alors un petit tour en Italie et défont alors le reste de l'opposition à son pouvoir, histoire de bien faire comprendre à tout le monde que c'est lui le chef. En plus de préfet du prétoire, Aetius est nommé consul en 432. L'Empire d'Occident, enfin Aetius surtout, contrôle le bassin méditerranéen occidental, à l'exception des côtes vandales en Afrique. La Gaule se retrouve alors assez isolée du pouvoir central, et les Visigoths et les Burgondes refont parler d'eux. En 436, les Visigoths retentent un petit coucou à Narbonne, ça faisait longtemps. Cette fois, ils sont calmés, et c'est les Huns qui s'en chargent. Les Burgondes, eux, bien qu'ils ont statut romain, ont voulu remonter un petit peu plus vers le nord, et prendre les terres de ces nouveaux barbares fédérés, les Francaliens, qui faisaient les gardes frontières de la région. En 443, on calme alors les Burgondes, et histoire de bien les garder à l'œil depuis l'Italie, on les déplace un petit peu plus au sud, vers la Savoie et la Suisse. Les Francs et les Burgondes faisant alors la douane sur la frontière est,
Les grandes armées ne passent plus en théorie, ce sont plus que des expéditions de Germains, surtout des Alains. Cette insécurité entraîne alors une hausse des impôts de la part de Rome, enfin d'Aetius, histoire d'avoir une armée assez forte pour lutter contre ces raids. Mais ces augmentations d'impôts, vous vous en douterez, sont pas du goût de tout le monde. Et un nouveau phénomène, les bagaudes, voit le jour en Bretagne et s'exportent dans toute la Gaule. Grosso modo, pour simplifier et expliquer un peu ce que sont les bagaudes, là où il me faudrait une vidéo complète pour le faire, c'est une révolte fiscale de locaux qui sont plutôt vénères, qui décident de tout cramer, tout piller, tout buter, surtout de l'aristo, et qui sont pas super joyeux envers Rome. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, j'ai flambé la moitié de la Bretagne. Ces bagaudes entraînent alors un nouvel affaiblissement du pouvoir central, et des migrations, comme celle des Bretons vers le Pays de Galles et la Cornouaille, voient le jour. La Gaule est alors un puzzle composé de Romains, de barbares, de Germains, de fédérés, de chrétiens, de païens, de bagaudes, etc. Face à ce problème de stabilisation, Rome élabore alors plusieurs solutions. Dans un premier temps, elle tente d'augmenter sa présence militaire en Gaule afin de limiter les bagaudes. Ceci dit, c'est un cercle vicieux puisque pour augmenter sa présence militaire, Rome augmente les impôts et les bagaudes augmentent. Dans un deuxième temps, ce que Rome tente de faire, c'est fédérer alors tous ces barbares présents sur le territoire, en leur cédant des terres et tenter de les acculturer comme on l'a fait pour les Burgondes. Ça marche pour certains, comme par exemple les Alains qui sont enfin fédérés autour d'Orléans. Et enfin, ce qui sera la solution qui fonctionnera pour la Gaule, ça sera de tenter de diriger tous ces peuples vers un but commun, afin de créer une unité. Et pour ça, un seul point semble accorder tout le monde, le christianisme. Rome tente alors de créer une unité religieuse en Gaule. Elle christianise les élites, ce qui marche plutôt bien, il faut le dire. Dans la seconde moitié du 5e siècle, la Gaule est alors divisée culturellement, elle s'autonomise davantage du monde romain méditerranéen, mais se voit unie et solidaire pour la première fois, unie sous la bannière chrétienne, alors qu'une nouvelle menace se profile à l'horizon des 451, Attila. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et voilà, on en a enfin fini avec les intros. Prochaine vidéo, qui devrait arriver courant janvier après les fêtes, on parlera de cette période entre 450 et 480, qui est vraiment l'émergence des royaumes francs. Donc on verra la fin d'Attila, parce que oui, spoiler alert, Attila perd. On parlera bien sûr de la chute de Rome en 476, et on terminera avec le couronnement de Clovis en tant que roi des Francs en 481. Donc voilà, j'espère que cette prochaine vidéo pourra vous plaire, j'espère surtout que la vidéo que j'ai faite vous a plu. Je sais qu'on devait parler francs dans ces séries de vidéos et que pour l'instant on n'a toujours pas fait. Le problème c'est que l'origine des francs est entrelacée de mythes, et du coup comme je vais vous faire un travail qui est historiquement assez propre et assez carré, et ben on évite de parler des mythes pour parler de ce qu'on sait historiquement. Et du coup, comme on sait pas grand chose sur les francs historiquement dans la première moitié du 5e siècle, je vous parle du contexte géopolitique de la fin de Rome, ce qui vous permettra de comprendre en fait pourquoi les francs ont émergé à cet endroit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la prochaine vous plaira aussi, donc courant janvier normalement, on parlera de Clovis avant Clovis, ça peut être un joli titre, ça voilà, Clovis avant Clovis, 451, 481, un truc assez carré. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, soyez sages, le bisou. Est-ce que vous avez une idée précise du risque? Le risque? Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'il vienne à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie.